Aujourd'hui, 17 mars 2023, ici reçu au siège donc, de l'ambassade de la Fédération de Russie en République du Congo. L'objet, c'est éclairer l'opinion à partir des questions et des réponses de Monsieur l'ambassadeur. Et nous osons espérer que tout le long de cet entretien, l'opinion sera édifiée sur toutes ces questions que nous entendons bien de la coopération et puis du conflit qui aujourd'hui est en train de sévir entre la Fédération de Russie et puis l'Ukraine. Comme on peut le dire et tout le monde le sait, aujourd'hui encouragé par les pays occidentaux. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Nous aimerions d'abord savoir comment est-ce que se porte la Fédération de Russie aujourd'hui, en dépit de tout ce qui se passe, donc le contexte actuel à travers le monde. Malgré le contexte vraiment compliqué dans le monde, qui est caractérisé par un affrontement géopolitique entre la Russie et un grand groupe de pays, essentiellement les pays de l'Alliance nord-atlantique. Dans ce contexte, la Russie se porte bien du point de vue économique, du point de vue de nos capacités sur le terrain. Nous sommes en train de poursuivre notre opération militaire spéciale en Ukraine qui devra être menée à bien. Merci beaucoup, Excellence. En fait, dans le cadre de cette opération spéciale, les pays occidentaux, comme on peut le dire, ont réussi donc à faire voter massivement au niveau des Nations Unies, faire passer donc un vote massif en ce qui concerne le retrait donc des troupes russes des territoires ukrainiens. Alors, à votre avis, quel jugement aviez-vous de cette décision et surtout de son impact sur le terrain? Il n'aura aucun impact sur le terrain. Oui, il y a eu un vote sur la résolution occidentale sur le sujet ukrainien. Comme vous savez, les résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU portent plutôt un caractère consultatif. Ça veut dire que la Russie n'est pas obligée de suivre donc les termes de cette résolution. Oui, effectivement, il y a eu un grand nombre d'États qui ont voté positif, qui ont soutenu la résolution occidentale, mais il faut comprendre que un grand nombre de pays aspirent à la paix. Donc, même tout langage de paix est considéré comme une chose positive. Donc, nous aussi, notre aspiration, c'est aussi la paix. On a été amené à une situation où les mêmes pays qui ont proposé cette résolution ont fait tout leur possible pour que ce conflit soit déclenché depuis déjà 9 ans. La Russie est en train de chercher une solution, oui, une solution militaire, mais la Russie cherche à en finir avec cette guerre par des moyens de force. Et les autres sont en train de jeter de l'huile sur le feu pour que ce conflit perdure. Et on retourne un peu vers le sujet de cette résolution. Il faut aussi dire une chose, il faut le dire clairement. Beaucoup de pays sont tout simplement intimidés par les pays occidentaux qui, par différentes, démarches, obligent certains pays de voter, de suivre leur ligne aux Nations Unies. Oui, c'est également dans cette manière de penser et de voir les choses. On a vu que certains pays africains ont par exemple voté
pour cette résolution, d'autres se sont abstenus, ainsi de suite. Est-ce que cette démarche africaine pourra-t-elle influencer les relations entre la Russie et puis certains pays africains? On n'a pas vu de démarche africaine. Oui, et on a vu que les pays africains ont voté différemment, mais qu'est-ce que c'est que ça que l'absence dans la salle de vote? Imaginons, moi je vois une seule chose, le pays a été intimidé, le pays n'a pas voulu soutenir cette résolution, c'est comme on dit, une maladie diplomatique. Voilà, les abstentions, ça veut dire aussi que les pays ne se tiennent pas. La fausse idée, l'idée défigurée, l'idée cachée sous les paroles de paix, au fait, l'idée essentielle de cette résolution, c'est de faire passer un message anti-russe. Donc, ce message a été bien caché derrière les jolies paroles. On peut dire aujourd'hui qu'il y a comme un jugement d'après la Russie avec ses partenaires africains, notamment le Congo. Bon, si on regarde un peu ce qui se passe, quel jugement aujourd'hui pouviez-vous apporter des relations entre le Congo et la Russie? Je dirais que les relations entre la Russie et la République du Congo sont toujours au beau fixe, puisque on continue notre coopération dans tous les domaines. Donc, on ne trouve pas de problème avec nos partenaires congolais. Au niveau politique, donc dans le contexte actuel, la République du Congo a pris une position bien claire, ce qui a été traduit par les paroles du président. La position du Congo, c'est la neutralité constructive. Donc, et c'est vraiment une approche constructive. On l'apprécie beaucoup. Donc, en ce qui concerne nos relations qui vraiment sont au beau fixe, l'essentiel pour nous actuellement, c'est de bien préparer le grand événement qui est le deuxième sommet Russie-Afrique au mois de juillet. Donc la participation congolaise, on l'espère être très importante. Donc on fait tout, on déploie tous les efforts pour que vraiment la présence du Congo soit visible lors de ce sommet. Et le forum économique et humanitaire qui va l'accompagner. Oui, effectivement, à propos de ce sommet de Petersburg, alors est-ce qu'on peut à peu près connaître ce qui sera débattu, de quoi on s'attendra à ce sommet-là, à l'issue de ce sommet? Oui, donc tout d'abord, il faut dire que l'idée d'organiser les sommets de ce genre tous les 3 ans, c'était de donner un coup de fouet aux relations russo-africaines de notre pays avec le continent africain d'une manière régulière et forte, puisque c'est un sommet qui prévoit la participation des chefs d'État et de gouvernement, mais aussi il est accompagné d'un forum économique et humanitaire. Nous allons voir ce qu'on a déjà fait pendant les 3 ans écoulés après le premier sommet. On va faire le bilan et on va dresser une feuille de route pour l'avenir dans tous les aspects de nos relations, donc qui sont vraiment multiformes avec le continent et avec chaque pays du continent africain. Je crois que c'est encore prématuré de dire quels seront les résultats, mais je vous rappelle que au cours du premier forum économique qui a eu lieu à Sochi, on a conclu des contrats pour des dizaines de milliards de dollars. Donc l'impact économique pour
pour la coopération aussi bien bilatérale que multilatérale avec l'Afrique, je crois qu'il sera considérable. Il y a un autre aspect très important, c'est qu'aujourd'hui, unanimement, on se rend compte que l'économie russe est en train de tenir solide malgré les sanctions occidentales. Alors, qu'est-ce que vous en dites là-dedans? Quel est le secret? Comment on peut le dire? Le secret, c'est que tout d'abord, je dois dire que je dois toujours rappeler que les sanctions imposées contre la Russie par les pays occidentaux sont illégales du point de vue du droit international. Donc, ce sont les sanctions unilatérales qui ne sont pas autorisées par le Conseil de sécurité de l'ONU. Ça veut dire que les pays occidentaux ont déclenché au fait ouvertement une guerre économique et financière contre mon pays en violant toutes les règles et l'idée même de la globalisation. Dans cet état des choses, la Russie est obligée de prendre les mesures en réponse à ces sanctions. Le gouvernement a fait un travail assez dur. Et le résultat, c'est que malgré toutes les pronostics que l'économie russe allait effondrer dans un mois, dans quelques semaines, rien de tel. Oui, c'est un coup assez dur. Il faut s'adapter. Il faut une certaine période, mais on connaît bien dans l'histoire, par exemple, on prend l'exemple de l'Iran, qui a dû miser sur son propre économie, sur ses propres forces. Donc, et le résultat, c'est que l'économie de l'Iran est une économie très solide. Ils ont beaucoup de résultats acquis. Je crois que ce sera la Russie, c'est un grand pays. Le résultat de l'année des sanctions, c'est que nous avons perdu à peu près 2% de notre PIB annuel, ce qui est vraiment, c'est rien du point de vue, si on prend en considération le fait que dans le deuxième trimestre de l'année en cours, il y aura un essor économique, la relance économique. Et le résultat de l'autre côté, c'est la crise alimentaire, le résultat direct des sanctions illégales et la crise énergétique qui frappe actuellement non seulement le monde en général, mais aussi et en premier chef les pays de l'Europe. Donc je souligne que la crise alimentaire a été accélérée par les sanctions, pas par l'opération militaire russe, mais par les sanctions occidentales. C'est toujours une chose très importante, ils nous disent des bêtises là-dessus. Donc la crise énergétique, donc ils ont rompu tous les liens énergétiques avec la Russie en sombrant leur économie, leur économie et leur, disons, et le social aussi, oui, et le social aussi dans une crise donc insensée au profit des autres, disons, acteurs qui en profitent, vraiment. Voilà, c'est ça. Donc on peut aujourd'hui dire que le monde entier pourra compter sur l'expérience russe pour pouvoir s'adapter à un certain nombre de conjonctures et puis de circonstances. Il faut être conscient que un groupe des États qui était le moteur de la globalisation considère cette globalisation comme bénéfique que pour eux. Donc, ça veut dire que n'importe quel pays, au cas où il ne s'aligne pas à l'Occident, peut être soumis aux sanctions illégales. Même si on prend l'exemple des sanctions contre la Russie, l'Occident a conçu les sanctions comme exterritoriales. Ça veut dire
il devrait s'adapter à tous les pays du monde. Donc, c'est une chose vraiment dangereuse et chaque pays doit être conscient qu'il y a quand même un groupe de voyous qui terrorisent le quartier. Exact. Voilà. Mais en d'autres termes, Excellence, peut-être avant de terminer, est-ce que le monde entier, l'Afrique notamment, peut espérer, peut compter sur la Russie en ce qui concerne les questions de paix? Sans doute. Hein. La Russie a toujours participé dans les efforts internationaux sous les auspices de l'ONU en ce qui concerne le règlement, la solution des conflits. On a participé dans toutes les missions onusiennes de maintien de paix. Je crois que maintenant on a quitté quelques-unes. Mais aussi, la Russie participe d'une manière très efficace, dans certains cas, en coopérant avec les pays africains dans le but de consolider leur potentiel antiterroriste, le potentiel de leurs services de sécurité, leur potentiel militaire. Ça veut dire que même on peut dire que nous avons certains résultats. Si on prend le résultat de la République centrafricaine, par exemple, il y a peu de temps, il y a 3 ans, le gouvernement de la République centrafricaine ne contrôlait que Bangui. Oui. Maintenant, c'est jusqu'à 90% du territoire contrôlé par les FACA. Donc, est-ce que c'est un bon résultat? Oui, c'est un bon résultat qui a été acquis par la Russie et par la société militaire privée Wagner. Est-ce que c'est bien? Oui, c'est bien. Même ce résultat, ça inspire plusieurs pays qui sont en difficulté sécuritaire, qui se sont heurtés à des défis sécuritaires majeurs. C'est le cas du Mali, c'est le cas du Burkina Faso, qui sont vraiment inspirés qu'il y a il y a un partenaire fiable qui peut venir à l'aide au moment où tous les autres ont quitté les États en détresse. Et ce partenaire fiable, c'est la Russie. On peut faire des choses que les autres ne peuvent pas. Merci infiniment, Excellence. À moins que vous ayez une question que j'ai pu oublier, une réponse à donner. Bon, mais je crois que sinon, on a passé en revue à peu près tous les aspects, aussi bien global, régional et bilatéral. Donc, c'est un plaisir pour moi de s'exprimer devant les lecteurs de la Nouvelle République. Merci beaucoup. Et à tout moment, je suis disponible. Donc, je suis à votre service. Merci. Merci infiniment. C'est nous qui sommes vraiment en joie parce que vous avez disposé de votre temps pour nous recevoir, malgré les multiples occupations. C'est un plaisir. Merci infiniment. Et nous aussi, de notre côté, nous ne cesserons d'apporter notre contribution à tout ce que vous êtes en train de faire et à tous les efforts que vous fournissez à partir de Brazzaville. Merci.